Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon le lieu où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur votre radio et télévision d'Enigma, émettant depuis Chicago aux États-Unis et la chaîne YouTube Dr Jean-Aimé Monketou. Je voudrais aussi signaler que notre émission Heure de vérité est en direct sur Afrique 2050, émettant depuis Maryland, voilà, aux États-Unis. Alors, chères auditrices et auditeurs, on dit que les peuples de langue bantou des territoires de la savane, comme les Congo, les Yaka, les Pende, les Lélé, les Kuba, qui ont donné les Pounous, entre autres, s'appuient sur une filiation matrilinéaire et leurs familles sont matrilocales. D'autres, dit-on encore, seraient patrilinéaires. On dit aussi que les sociétés, les fameux villageois utilisant l'agriculture itinérante ont tendance à être à filiation matrilinéaire. On sait pourquoi. Aujourd'hui, nous recevons, chères auditrices et auditeurs, Madame la bienheureuse du terroir. Voilà, je précise bien Madame la bienheureuse du terroir depuis la France. Bonjour Madame. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vous entends pas très bien. Bonjour Madame la bienheureuse, Après, je disais, oui, bonjour, bonsoir, ça d'où vous nous suivez en ce moment. Donc, bonsoir à vous, Monsieur Jean Eketou, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Bien, merci d'avoir honoré notre invitation. Je voudrais signaler aussi aux auditrices et auditeurs que nous avons la présence de Monsieur Hugues Awane depuis la France. Bonjour, cher monsieur. Bonjour Jean-Aimé Mouketou, bonjour à nos auditeurs. Très heureux d'être Bien, avec vous. merci d'avoir honoré aussi notre invitation. Alors, Madame la bienheureuse du terroir, c'est le nom par lequel vous vous présentez. Cependant, les auditrices et auditeurs qui vous écoutent en ce moment à l'échelle du monde, qui vous regardent également, aimeraient que vous mettiez un nom bantou sur votre visage et sur votre personne. Alors, vous nous permettez, si vous me permettez, Madame la bienheureuse du terroir, quel est votre nom bantou? Je voudrais qu'on reste dans la cohérence du thème de cette émission que je vais présenter. Alors, mon nom bantou, c'est Onchoué. Donc, moi, on va m'appeler Nia Onchoué. Nia, qui veut dire petite mère, c'est aussi l'équivalent de madame. Très bien. Bien. Donc, Merci Nia pour Onchoué. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, Madame la bienheureuse du terroir, vous êtes une femme de culture hein, et de lettres engagée pour la sauvegarde des langues africaines. Vous êtes gabonaise, vous êtes originaire donc de la ville d'Okonja, c'est à l'est, au sud-est du Gabon, dans la région du Haut-Ogooué. Et je voudrais signaler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes titulaire d'une licence en économie. Vous avez également une maîtrise en politique de la ville et un master en sciences humaines et sociales. Tous ces diplômes, vous les avez obtenus dans cette prestigieuse université d'Angers. Hein. Je crois que c'est une université qui date depuis le XIVe siècle, hein, selon nos recherches. Alors, je voudrais aussi préciser que pendant 9 ans, vous êtes agricultrice dans le Maine-et-Loire avec votre ex-époux, avec qui vous gérez donc une exploitation, je précise bien, une exploitation de 222 hectares. Voyez? Félicitations pour si vous voulez donc cette activité que vous menez. Alors ensuite, je voulais préciser aussi que je crois que vous êtes resté pendant, je ne sais pas, 2 ans au Canada, c'est ça, 2 ans, 3 ans?
Non, j'ai fait 3 ans là-bas pour des raisons professionnelles et je suis revenue en France pour des raisons familiales. Voilà. Donc, étant au Canada, vous avez fait donc une immigration économique dans ce beau pays, hein, et là-bas, vous avez obtenu la médaille d'argent aux Olympiades, voilà, des métiers et technologies. Donc, vous avez obtenu une belle carrière de directrice de vente dans plusieurs multinationales. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre avec vous sur le sujet suivant, les langues, cultures, religions et institutions bantoues peuvent-elles constituer un obstacle à la démocratie? Alors, notre émission sera divisée en 4 temps, mais nous allons prendre un seul temps puisqu'il y a une deuxième partie que nous allons animé avec un autre invité qui sera là dans 1 heure. Donc, dans un premier temps, nous allons parler du thème en rapport avec la dimension anthropologique et culturelle. Nous allons parler ensuite des aspects spirituels et religieux et symboliques. Et enfin, nous allons évoquer la dimension politique, institutionnelle, et nous verrons plus tard avec les autres invités la dimension géopolitique. Donc, pour ce qui concerne cette première, disons, partie, hein, c'est-à-dire sur les systèmes politiques et familiaux chez les Bantous, alors, je voudrais vous poser la première question, la question suivante, si vous me permettez. Alors, le monde bantou aurait-il été disloqué pour mieux le dominer, selon la règle de diviser pour mieux régner? Les royaumes dans la civilisation bantoue n'étaient-ils pas très bien organisés? Nous allons voir cette partie avec notre prochain invité. Mais la première question que je voudrais vous poser est celle-ci. Parlons d'abord des connaissances des hommes bantous, c'est-à-dire leur culture, leurs institutions. Et je voudrais signaler à ce propos aux auditrices et auditeurs, ils ont la tendance à ne pas abandonner le pouvoir, la tendance dictatoriale, la tendance donc de conserver, si vous voulez, donc le pouvoir. Cette pratique donc du totalitarisme dans le bassin du Congo. Y a-t-il, Madame la bienheureuse du terroir, de velléités caractéristiques de ce comportement dans leur culture, leurs institutions? Autrement dit, les hommes bantous sont-ils royalistes dans leurs histoires, leurs institutions? Alors, c'est très, très bon de parler de ça. Vraiment, je vous remercie déjà pour l'invitation. Il faut savoir que déjà, pour délimiter un peu le sujet, qui sont les Bantous, hein, l'anthropologue qui se est un aîné qui travaille avec nous des langues et cultures bantoues. Et qui parle beaucoup effectivement des questions d'origine des Bantous, tout ça, tout ça. Donc, les Bantous, ils vont venir donc de là dont on parle Gracefield, et ça particulièrement qu'ils vont aller vers le sud et vers l'est de l'Afrique, surtout pour découvrir en fait des terres arabes. Bon, aujourd'hui, on va se distinguer par une communauté et beaucoup d'éléments en fait au niveau de la langue qu'on va appeler le proto-bantou. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que nous sommes, on va dire dans nos traditions, il y a quelque chose qui nous prédispose à rester au pouvoir, à vouloir au pouvoir? Moi, je dirais non. Parce que ce sont des personnes qui ont lu le livre de Cheikh Anta Diop, qui parle, ce n'est pas dans le bassin du Congo, mais de la collégialité qui existe au niveau de la nomination ou d'élection d'un chef. On retrouve la même chose en réalité de l'Ouganda, là, en passant par le Congo, on va dire le Congo-Brazzaville, l'Empire du Congo. Il faut savoir qu'en fait, ce qui domine vraiment les choix culturels des Bantous, c'est la survie du groupe. C'est la survie du groupe qui fait en sorte que un peuple ou un clan ou, comment on va dire, une association de clans décide de faire un choix pour s'assurer la pérennité
de son identité ou de la préservation tout simplement de ce qu'ils sont. Alors là, ils vont décider, par rapport à leur sociologie, de pour à tel ou tel système. Par exemple, dans l'hégémonie, on va voir que les Mienais, sur l'Impongwe, par exemple, n'étaient pas à la base patrilinéaire comme ça. C'était pas le patriarcat et la patrilinéarité. Mais comme les femmes Pongo avaient du mal à faire des enfants, ils allaient prendre des femmes chez des Bengas. Donc, ils ont vu à nos enfants, décidément, ils sont l'enfant des femmes, de nos femmes. On va instaurer tel système pour nous adapter à la problématique qui se pose à nous dans notre génération pour qu'on ne se perde pas par rapport à la survie de notre groupe, de notre entité, de notre clan, de notre tribu. Donc, en matière de c'est aussi ça. Je vais vous prendre un exemple. L'empire, je pense que l'empire Luba, si je ne me trompe, est un empire dont beaucoup dominé en fait du Congo-Brazzaville à la fin du Congo-RDC, hein, l'empire Luba. L'empire Luba, il naît, ils font la transmission de père en fils comme ça. Et puis, ils se rendent compte qu'il y a le phénomène, ce qu'on peut dire ici en France, des rois fainéants. Ils se disent non, décidément, la sagesse ne se transmet pas par le sang. Donc, c'est un proverbe qui est très, mais alors là, très connu. Moi, j'ai du mal à le prononcer. Mais la version française, c'est la sagesse, en fait, ne se transmet pas par le sang. Ça veut dire que quand l'empire chute et que l'Unda monte, les Lunda décident en réalité d'éviter l'erreur, en fait, de ce que les Luba ont eu à faire. À partir de là, ils vont dire que puisque le sang ne se transmet, puisque la sagesse ne se transmet pas par le sang, donc c'est un collège, en fait, de sages qui va élire, en fait, en fonction de ce qui, dans leur société, était le plus recherché. Donc, un guerrier, quelqu'un qui pouvait vraiment protéger le peuple, quelqu'un qui était suffisamment, on va dire, patriote, qui pouvait faire la fierté, en fait, du peuple. C'est-à-dire que quand on dit que c'est celui-là votre chef, vous êtes fier de dire, ah oui, ça c'est notre chef, on est tellement fiers. C'est le plus beau, le plus élégant, le plus fort, enfin, le superlatif et tout. C'est comme ça que les Lunda vont réussir à dominer toute l'Afrique centrale jusqu'aux Zambèzes là-bas, tout en bas. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une royauté qui existe en RDC là-bas. Donc, vous voyez déjà le niveau de la collégialité. Elle est là. Et je vous fais la transition. Pourquoi ils sont partis d'un système à un autre? Nos anciens n'étaient pas des marabouts comme ça. Donc, on va prendre un autre exemple. C'est chez ceux qu'on va dire l'empire ou l'empire Téké, si vous voulez, ou des Tios. Alors là-bas, ce n'était pas du tout la règle de primogéniture ou bien de la filiation de père en fils. On cherchait simplement qui était le plus sage. C'est-à-dire que dans ce peuple-là, occupe la savane du Gabon jusqu'au RDC, eux avaient quelque chose qu'ils appelaient le Ntimi. Donc, ils allaient dire, on recherche un Ntimi. Donc, celui qui a la sagesse, que pour diriger un peuple, il faut avoir sagesse. Beaucoup de peuples, hormis l'affaire d'aider tout ça, ceux qui recherchaient vraiment, ils disaient ce qui doit diriger un peuple, avoir beaucoup de sagesse. Voilà, ils sont. Et donc, lorsque ce conseil-là de sages allait se réunir, on peut dire des notables, des personnes qui sont aussi dans des confréries, j'ai envie de dire professionnelles, ou par exemple les forgerons. Vous savez que dans la vie, dans nos villages bantous, il y avait un culte ou un rite pour chaque profession. Les forgerons avaient leur rite à eux, les femmes, voilà, les rites accompagnés, les chasseurs avaient leur propre confrérie à eux. Mais on va regarder au milieu de tout ça, les sages, ceux qui se distinguaient, ils savaient se retrouver au corps de garde et dire que le médecin du village qui était aussi le Nganga, bon,
qui était l'Onganga, qui était aussi celui qui allait préparer en fait les forces avant d'aller au combat pour les par exemple des moteurs ou des barres ou des fiches. Donc, avec tout ce monde-là, ils vont chercher qui est le mieux placé dans notre village pour prendre la suite en réalité de la chefferie. Qui est meilleur? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend, on vous entend. Alors, je vous ai bien compris. Avant d'aller du côté de Monsieur Hugues Awane, je lui donnerai la parole. En fait. Bon. Je voudrais enchaîner par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ça c'était une présentation, si vous voulez, une présentation globale, si je comprends. Ben là, je suis déjà en train de vous donner des illustrations types, ce qui existe depuis des siècles et des siècles dans dans le bassin du Congo. C'est-à-dire la collégialité, elle a souvent été la norme. Et si vous voulez que j'aille plus loin avec l'histoire, c'est-à-dire dans la collégialité, il y a un partage de pouvoir. Ce qui veut dire que celui qui avait reçu la chefferie, qui est élu par ce conseil de sages ou de notables, ne dirigeait pas la direction, la chefferie n'était pas ce qui était administré seul. On avait besoin d'un ganga, on avait besoin de celui-là du forgeron qui était aussi l'armée puisqu'il fabriquait tout ce qu'il fallait. Il y avait toute une administration qui était là et il y avait, pour le coup, c'était un témoignage d'ouverture, de respect en vérité, dès que chacun avait, ou de la fonction, du respect de la fonction que chacun avait. Mais bien évidemment, on respectait le roi pour d'autres exemples. Par exemple, je vais passer la parole à mon aîné, où les rois, ils étaient même élus pour 7 ans. Et lorsqu'il y avait un malheur dans un village, le roi était offert en sacrifice premier par étranglement. Voilà. Pour vous montrer, ce n'était pas un pouvoir où tu allais mourir sur le trône, c'est comme ça. Non, c'est quelque chose qui avait des devoirs et des devoirs, donc des obligations à côté. Il n'y avait pas le prestige de on prenait ça comme un vrai, quelque chose qui était lourd, puisqu'il y a des personnes qui fuyaient en forêt parce que lorsqu'elles étaient désignées comme étant chef ou roi, ces personnes préféraient fuir en forêt et étaient donc les proies faciles et rasieurs, quoi, durant la traite négrière et tout. Chez les miennes, par exemple, c'était le cas. Parce que la place de roi, de chef, était quelque chose de très lourd de sens et beaucoup fuyaient ça. Bon, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Monsieur Hugues Awane, on vous écoute. Oui, bonsoir. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ok, très bien. En direct. D'accord. Écoutez, par rapport à la question que vous avez posée dans votre propos introductif, je pense que déjà, en Afrique, dans le monde bantou, le monde qui se situe du sud de la région des Grassfields, donc du Nigeria jusqu'à l'Afrique du Sud, on a essentiellement, je crois, sur le plan politique, on a observé, il y a les empires, les royaumes et puis les sociétés lignagères. Mais je voudrais d'entrée de jeu dire que les sociétés, les royaumes et les empires ont été étudiés, mais en réalité, pour moi, là où on peut retrouver l'essence des sociétés bantoues précoloniales, pour moi, ce sont les sociétés lignagères et claniques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est déjà dans un système politique de type royaume ou empire, je crois qu'il y a déjà une certaine forme de restriction de liberté. Alors que dans les sociétés lignagères, qui en réalité, dans lesquelles on retrouve véritablement les systèmes politiques qui sont les nôtres, et notamment, si on veut parler aujourd'hui de démocratie, les sociétés qui sont à même d'inspirer
la démocratie dans les pays, et notamment en Afrique centrale aujourd'hui, ce sont les sociétés de type lignagère, ce sont des sociétés dans lesquelles le pouvoir, même jusqu'à la veille des années 50, ce qu'on observait encore, par exemple, dans des pays comme le Gabon, les villages étaient organisés jusque dans les années 50, quand bien même on peut déjà voir les bouleversements qui vont s'opérer à partir du 15e siècle, à partir de la traite négrière, notamment la période qui est la plus cruciale, c'est la période de l'installation coloniale, donc de l'administration coloniale qui va complètement bouleverser. Parce que si on veut comprendre aujourd'hui le politique, le champ politique aujourd'hui, il faut déjà que nous saisissions les bouleversements qui s'opèrent dans les sociétés précoloniales. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui, par exemple, on a ces tendances à être longtemps dans le pouvoir? C'est peut-être aussi parce que les modèles sont complètement perdus. Les modèles, il faut peut-être les exhumer à partir peut-être des études qui existent aujourd'hui. Mais ces modèles-là, il y a eu un remplacement de modèles à l'échelle des siècles. C'est quand même long, parce que sur le plan cognitif, on sait que les modèles que nous avons, plus nous les reproduisons, plus ils deviennent naturels, ils s'imposent à nous. Donc, les sociétés lignagères sont, comme l'a dit Esther, ce sont des sociétés à pouvoir où c'est un collège, et pour les historiens qui ont abordé ces questions, on parle de collège de sages. Ce collège de sages n'est pas fondé sur nécessairement des personnes âgées, parce que dans les sociétés, c'est ce que Yann Gaillard et un grand anthropologue camerounais qu'on appelle Bellinga ont mis à jour, c'est que les sociétés, notamment d'Afrique centrale, ce sont des sociétés les sociétés précoloniales d'Afrique centrale, et notamment lignagères, sont des sociétés qui ont d'abord pour ressort la gestion de l'information. Et dans cette gestion de l'information, il faut voir tout ce qu'il y a en matière, par exemple, de sociétés initiatiques, qui sont des sociétés d'intégration. Et je ne m'imagine pas, dans un tel contexte, voir un individu qui aurait à avoir le monopole sur la société, lorsqu'on sait que pour gérer, par exemple, l'information autour d'une société initiatique ou être, par exemple, maître de l'art de la parole ou sur le plan juridique, ça appelle des compétences. Et donc, ces compétences-là, on ne les gère pas nécessairement à l'intérieur de sa famille. On les gère à l'intérieur d'un groupe d'individus, mais d'un groupe d'individus où on décide de léguer telle compétence à X ou à Y pour le bien de la communauté. Et c'est ainsi que fonctionnaient les sociétés lignagères. Donc, ce sont des sociétés où, d'ailleurs, lorsqu'il y avait des velléités de domination, ce sont des sociétés de la dissidence. Ce sont des sociétés de la dissidence où le cadet, il va ailleurs fonder son village parce qu'il n'est peut-être pas content de ce que font les aînés. Qu'en allant créer son village ailleurs, il garde, parce que c'est ça qui permet à ces sociétés-là de rentrer dans ce qu'on appelle la transterritorialité, parce que le réseau des lignages, il est étendu. C'est ce qui peut aider, par exemple, lorsqu'il y a des guerres, de fédérer d'autres personnes. Donc, ce sont d'abord foncièrement des sociétés les sociétés précoloniales, je ne parle pas des sociétés précoloniales, ce sont des sociétés qui sont organisées et où la question de la gestion du pouvoir se règle à l'intérieur d'un cadre. Voilà. Justement, nous allons parler de cette gestion donc du pouvoir qui se règle, comme vous le dites, à l'intérieur d'un cadre. Alors, on sait dans la plupart des cas évoqués que le monarque bantou était un personnage sacré. Certains diraient même un personnage responsable de la fécondité et de la fertilité. Et on parle même de l'équilibre des rythmes cosmiques. C'est ainsi que lors de l'intronisation, par exemple, du roi Bantou, il pouvait rompre, tout lien, je dis bien, tout lien avec les clans de son père, les clans de sa mère, pour faire dans l'inceste. Je dis bien pour faire dans l'inceste. Il s'unissait rituellement
à une sœur, par exemple, ou, je cite, épouser incestueusement, fin de citation, une petite nièce dans son propre clan maternel. Alors, Monsieur Hugues Awane, je vais commencer avec vous. Ensuite, j'irai du côté donc de la France avec notre invité. Qu'en pensez-vous en tant que anthropologue? Et je poserai la même question à la bienheureuse du terroir en tant que femme. N'est-ce pas comment dirais-je, n'est-ce pas là toute cette culture qui se retrouve loin des standards, vous me permettez l'expression, judéo-chrétienne, qui a anéanti quelque peu la civilisation bantoue? Est-ce que je me trompe? Bon, d'abord, j'ai posé d'entrée de jeu, d'abord de comprendre que lorsque vous parlez, là vous parlez du roi Bantou, vous parlez de quel royaume? Ce serait ma question. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on parle du monde Bantou, contrairement à ce qui est véhiculé, les sociétés d'Afrique centrale, notamment, que je connais le mieux, la plupart des royautés en dehors de royaume du Congo ou lorsqu'on va vers l'Angola, le Luango, la plupart de ces sociétés-là, et je dis d'entrée de jeu qu'il y a beaucoup de ces sociétés. Pour moi, un royaume n'est pas un modèle de démocratie. Lorsqu'on veut étudier les sociétés d'Afrique centrale notamment, les sociétés qui sont le moins véhiculées et où il y a peu d'études, ce sont les sociétés lignagères. Malheureusement, ces sociétés n'ont pas été suffisamment documentées. Et aujourd'hui, les modèles véritables, si on exhumait les modèles de sociétés lignagères et claniques, même les idées autour de la nation et tout cela, ces sociétés sont mieux organisées que les sociétés que nous avons aujourd'hui, que les États que nous avons aujourd'hui. Donc, quand vous dites que le roi, le monarque, c'est de quel monarque vous parlez? Et pour moi, déjà, je vous ai dit d'entrée des jeux que dans un système de royauté, je ne me vois pas... Je parle bien du monarque bantou. Oui, mais de quel monarque bantou? Parce que toutes les sociétés bantou ne sont pas des royaumes. Les modèles que nous avons, c'est cela la question déjà. Parce que si nous prenons pour modèle dans les sociétés bantoues, les royaumes, toutes les sociétés, et d'ailleurs, quand on parle de ces royaumes-là, c'est à quel moment? Parce que déjà, dans la période coloniale, on a fabriqué des royaumes qui n'en étaient pas. Maintenant, peut-être les royaumes précoloniaux, il faut aussi les étudier parce que dans un système politique, effectivement, il peut y avoir des abus, même dans le système clanique. Je parlais tout à l'heure des sociétés qui sont des sociétés de la dissidence. Pour moi, les modèles qui peuvent inspirer la véritable démocratie en Afrique, ce sont les sociétés lignagères. C'est pas pour moi les royautés. Donc, quand vous dites le monarque bantou, moi, à ma connaissance, si je parle des sociétés, par exemple, du Gabon, les modèles des sociétés, par exemple, des groupes ethno-linguistiques du Gabon, ce sont des modèles lignagés. Et c'est là qu'on peut, dans ces systèmes-là, qui ont même été étudiés par des historiens gabonais, on parle de villages. Il y en a qui ont conceptualisé le modèle du village-État, par exemple au Gabon. Donc, probablement que ce que vous dites est vrai, mais pour moi, ce n'est pas des modèles. Et dans tout l'ère bantou, on ne peut pas dire que ça s'est passé comme ça. C'est peut-être qu'il y a des études qui ont été plus véhiculées que d'autres, où il y a même des thèses qui sont faites, qui sont peu connues du public. Et pour moi, les sociétés du Gabon, le Gabon tendrait à rechercher sa démocratie dans ses lignages et ses clans. Même l'idée même de nation. D'accord. D'accord. Alors, Madame la bienheureuse du terroir, en tant que femme, votre réaction? Alors, effectivement, la question, elle est importante pour moi et je vais en profiter pour faire, comment on va dire, pour vulgariser aussi cette éducation-là, cette connaissance tout simplement. L'époque qu'il faut situer, il y a le monarque en question et la région. En
même déjà deux peuples, un même peuple, on va retrouver sur deux différents, que ce soit, comme je veux dire, imaginons les Obamba du Gabon et les Obamba de la RDC, ils vont peut-être avoir en commun encore un peu la langue, plus aujourd'hui les mêmes rites, parce que l'immigration, le métissage avec le peuple a fait que les Gabon vont beaucoup, par exemple, des Téké, alors, et des Mboshi. Donc, moi, j'ai jamais appris qu'un monarque du bassin du Congo pouvait violer ou avoir des relations incestueuses avec une sœur, en tant plus par rapport au pharaon et à tous ceux qui, on va appeler la division des Ptolémées, c'est-à-dire ceux qui descendaient des Grecs parce qu'ils ne voulaient être entre eux-mêmes et tu gardes la peau blanche, on va dire. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas vraiment appris ça, mais par contre, je suis au courant que dans les appuis du pouvoir, il arrive, ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Chaque village peut décider, par exemple, donc, dans les peuples du sud du Gabon et du Congo, surtout dans la province de la cuvette ouest, ils vont connaître, ils vont comprendre de quoi je parle. Il y a un certain fétiche quand tu as la chefferie, voilà, que tu peux, en fait, je ne sais pas si c'est contracté, parce que aujourd'hui, à la mode du coronavirus, bref, en tout cas, un fétiche avec qui tu peux participer. On ne peut pas te dire non, c'est beaucoup de temps, mais par contre, ça te donne le pouvoir par le sexe. D'autres termes, pour servir cette entité-là, tu dois avoir, en fait, une fois que cette entité t'habite au cours d'une cérémonie, voilà, au cours d'une cérémonie, tu montres en France. Je préfère ne pas citer le nom du fétiche parce que beaucoup de gens se reviennent vers ça. Moi, j'ai la connaissance que j'ai voulu savoir ce que c'est. Donc, ce fétiche-là va donner du pouvoir, la prospérité, c'est vrai, obtenir facilement l'obéissance de la part de tes congénères, de tes administrés. Mais le défaut, puisqu'il y a souvent une mauvaise face, c'est que quand on parle par le sexe, tu ne sauras pas faire la différence entre la mère, la fille, la nièce, et voilà. Tous les trous sont bons. Ça veut dire que, malheureusement, dans ça, c'est quelque chose que l'on nous raconte encore enfant, que quand tu viens d'une famille où il y a des chefferies et tout, il faut éviter, par exemple, de dormir chez le chef et tout, parce que le chef, quand il est dans les états habillés par cette entité, il ne pourra pas faire entre la mère, la maman, la belle, voilà, tout ça. Donc, moi, je crois que après, c'est des choix, en fait, dans la pratique du pouvoir, l'ambition de la personne, c'est déjà les gens pu faire. Ce n'était pas répondu à tout le monde. Donc, il y a beaucoup plus de chefs qui ont dirigé pour mettre parce que à nous, l'inceste, c'est même pas au niveau seulement de l'enfant ou de frères et sœurs, c'est au niveau même de la descendance, de ta lignée directe, en fait, je dis ta directe, au niveau de la descendance de tes frères et de tes sœurs, sachant encore frères et sœurs, des cousins, donc ça peut même aller encore plus loin. On en avait horreur. Donc, c'est un fétiche perçu et d'ailleurs, il fait toujours l'objet de polémiques dans les villages. Je parle encore du sud de Gabon à la cuvette ouest au Congo-Brazzaville. C'est ce que je peux dire. Donc, ça, c'est des faits isolés et on ne peut pas en fait, généraliser ça à tout le monde. Allô, est-ce que vous m'entendez encore?
fait parfois haché, Ah, mais donc, alors, est-ce que on peut dire que chez le Bantou, il y avait des gènes du despotisme? Vous savez pourquoi je pose cette question? C'est vrai que la réalité du pouvoir et son poids relatif différaient pourtant profondément d'un système à un autre dans la civilisation bantoue. Et en faisant mes recherches, je suis pas littéraire, hein, je suis géographe de formation, mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, hein. Et à l'échelle du monde, nous sommes très écoutés sur la radio en ce moment. Alors, voilà ce que j'ai pu avoir quelques informations. Si le roi par exemple du Rwanda par exemple donc faisait figure de grand despote à la fin du 19e siècle, les Kuba entendaient contrôler soigneusement le pouvoir de leur souverain. Ensuite, dans mes recherches, j'ai aussi découvert que, quelque sacré qu'il fût, bien sûr, tous les hommes libres, avides de prestige pouvaient participer à l'exercice du pouvoir. En faisant quoi? En acquérant, par exemple, auprès du souverain, tel ou tel autre innombrable titre constitutionnel, constitutif, hein, voilà, plus précisément, d'une administration pléthorique, hein. J'ai découvert que l'administration, à cette époque, déjà était très pléthorique. Le roi ne régnait pas seul. Il ne régnait pas seul. Il était entouré de plusieurs conseillers et les décisions se prenaient toujours à l'unanimité, après de longues discussions. Alors, ma question est la suivante. N'est-ce pas la preuve, chers invités, de l'existence d'une idéologie démocratique africaine avant la démocratie, que je peux qualifier la démocratie européenne? Monsieur Hugues, d'abord à Wene, l'anthropologue. Oui, je crois que je ne parlerai pas d'une disposition, une prédisposition génétique, je ne pense pas, parce que le despotisme, c'est de l'ordre du social et peut-être de la corruption ou de la volonté d'abuser du pouvoir que l'on a. Et ça, c'est inhérent à l'homme dans toutes les sociétés. Donc, c'est pas propre, je ne dirais pas que c'est propre au Bantou. Ce qu'il y a d'intéressant, parce que lorsqu'on parle de la... Pardonnez-moi, est-ce que ce despotisme existait dans le monde bantou à cette époque déjà? Vous parlez du 19e siècle. Disons, oui, oui par rapport à la période que nous sommes en train d'explorer, oui. Oui. Bon, je dirais même que ça, les abus de pouvoir, ça ne commence pas au 19e siècle. Même dans les sociétés claniques et lignagères dont je parle, si il y a des velléités de rupture ou le besoin de s'émanciper, c'est possible que ces phénomènes aient pu être constatés dans nos sociétés. Mais maintenant, il faut peut-être dire que en ce qui concerne, par exemple, les sociétés africaines, et notamment l'Afrique centrale, là, on est au 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, on a déjà des sociétés qui sont totalement transformées à cause du commerce transatlantique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles figures, il y a des nouveaux, ce que Bourdieu appelait de nouveaux habitus politiques qui se sont mis en place parce que les gens cherchent à contrôler le pouvoir politique du fait de l'émergence l'émergence d'un certain nombre de catégories et d'éléments que l'on veut que le politique cherche à contrôler dans la société. Et le 19e siècle, il faut savoir que tous ces rois-là, qui sont sur la côte, notamment Luango et autres là, ce sont des gens qui sont bien imprégnés maintenant du commerce transatlantique et de ce que la valeur monétaire a amené au pouvoir, le contrôle de tout ce qui se passe en termes de gestion du pouvoir. Donc, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant pour nous de voir, comment est-ce que le pouvoir, les mutations du pouvoir politique, comment est-ce qu'on en arrive, qu'on parle des systèmes anciens
au 19e siècle, quels sont les ressorts du pouvoir, les nouvelles figures, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le roi du 19e siècle, sa cour, elle est formée ou elle est bâtie de la même manière que la cour du roi, peut-être au 15e ou au 14e siècle? Je ne crois pas. Parce qu'on peut observer ces mêmes phénomènes. Je prends seulement chez nous au Gabon, celui qu'on nous a dit le roi Denis Rapochombo. Il est une fabrication historique. Quand bien même il est sorti des clans et des lignages, il est une fabrication. Ensuite, qu'on fabrique le roi Denis comme étant un roi, on forme sa cour. Je crois que son fils Adandé était un héritier direct. Avant même les indépendances, il aurait pu avoir... Donc, on sait comment ces personnes-là ont été fabriquées historiquement. Et on sait aussi comment ces personnes ont pu entretenir leur pouvoir. Donc, c'est intéressant, c'est vrai que ce sont des Africains qui, en ce moment-là, gèrent le pouvoir, mais est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser à cet habitus politique qui se met en place et qui fait qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, sont peut-être nostalgiques ou bien peut-être que cette façon de concevoir le pouvoir politique comme étant une chose qui est en soi, nous appartient et qu'on gère selon nos désirs, nos orientations. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est inhérent? Oui, mais si je comprends, moi je reviens sur le sens de ma question. Si je comprends, Oui. il n'y avait pas l'existence d'une idéologie démocratique déjà durant cette période dans le monde bantou. C'est ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi? La démocratie telle qu'on l'envoie en Europe, c'est quoi? Quand je prends l'exemple de la France, là où je vis. La France a une histoire démocratique en rupture avec l'histoire de la royauté. Donc, on cherche à rendre le pouvoir au peuple. Dès lors que le pouvoir est au peuple avec des institutions qui garantissent les libertés et la redistribution, les institutions en fait qui sont opérationnelles pour l'équilibre de la société, on parle de démocratie. Maintenant, on l'a en France dans un certain type, là on a en Angleterre dans un certain modèle. Donc, on peut dire qu'on n'a peut-être pas le concept de démocratie, mais il y a une gestion de pouvoir. Pardonnez-moi, vous savez, j'irai du côté de Madame la Bienheureuse du Terroir, mais je reste d'abord avec l'anthropologue. En fait, je vous pose cette question parce que nous allons faire une transition avec ce qui se passe au XXIe siècle, hein, pas seulement au Gabon, mais Oui. toujours dans ces anciens royaumes, donc bantous. Le principe d'appartenance, il reste étranger aux hommes bantous, même de nos jours. Ah non, pas Oui. du tout. Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Non, Pas du tout. ah non, Pas du tout. ah non, pas du tout. C'est sur ce principe que je voulais rebondir. Le principe. Nous sommes d'accord, pardonnez-moi, nous sommes d'accord, et c'est le sens pour essayer un peu d'appuyer mon raisonnement. C'est pourquoi je voulais vous demander, là vous dites non, pas du tout, mais pourquoi y a-t-il des difficultés à s'accommoder à la démocratie du type moderne dans l'espace, si vous voulez, politique habité par les Bantous? Je vous ai répondu tout à l'heure. Vous n'avez que. On peut prendre l'espace qui part du Gabon jusqu'en Afrique de l'Est, si vous voulez. Je vous ai répondu. L'Ouganda, par exemple. Je vous ai répondu tout de suite en vous disant que ce que je constate déjà, vous avez une bonne connaissance des royaumes et autres, mais ces royaumes-là ne constituent pas pour moi le modèle de société dont l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale, des pays comme le Gabon, devait s'inspirer. Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles de société, malheureusement, il y a un bon ouvrage qui a été commis à ce propos, au cœur de l'ethnie de Likiam Bokolo et Jean-Loup Amself, là où on parle des questions ethniques et autres, mais où on aborde dans le fond ces questions-là. C'est-à-dire que les modèles lignagés n'ont jamais suffisamment été explorés. Les sociétés d'Afrique centrale et notamment le Gabon ont d'abord pour modèle
les sociétés lignagères. Et c'est en cela, c'est dans ces sociétés-là qu'on peut parler de régime d'alternance. En réalité, l'alternance dont on parle en politique là, aujourd'hui, le modèle dans un pays comme le Gabon, où nous devons chercher ce modèle, c'est dans les sociétés lignagères où le politique, la gestion du pouvoir politique, la dévolution du pouvoir était de l'ordre de l'alternance. Et l'alternance, dans ce sens que ce n'était pas une seule famille qui pouvait avoir le monopole du pouvoir. Le pouvoir pouvait passer d'une famille à une autre. C'est pour ça, moi, je dis, quand on parle de royauté, c'est pas vraiment, ça ne sied pas, par exemple, dans le cas du Gabon. Ce sont les sociétés lignagères qui doivent nous inspirer. Le renouveau démocratique ou bien la démocratie dont nous cherchons chez nous, on va par exemple voir, je prends par exemple l'exemple des sociétés lignagères. Est-ce que vous savez que les sociétés lignagères, elles dépassent le cadre de ce qu'on appelle l'ethnie chez nous. C'est-à-dire que chez nous, le plus souvent, quand on parle d'ethnie, on n'a que pour seule composante la langue. Or, une ethnie, c'est plusieurs composantes. J'ai un ami qui a fait une très belle thèse, qui est un Gabonais. Malheureusement, beaucoup de Gabonais ne savent même pas, n'ont pas connaissance de ce travail. Il s'appelle Agun Fabrice, qui a écrit un très bon ouvrage sur la dynamique du changement social chez les Makinas du Gabon et qui pose cette problématique-là. Une ethnie, c'est plusieurs composantes. Et si on veut comprendre ce qui se passe dans notre société pour sortir de ce qu'on appelle le plus souvent la politique autour de l'ethnie et autres, qui n'a rien à voir avec la réalité des populations au Gabon, nous pouvons nous intéresser à cet ouvrage-là, où l'auteur montre que, par exemple, ce qu'on appelle les clans et lignages, un clan peut transcender un groupe ethnique, au sens où on l'entend, donc en termes de langue. On peut avoir un Fang qui a un clan et un lignage qui se trouve chez les Pounou ou chez les gens du Haut-Ogooué. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que ça a comme ressort du point de vue politique? C'est-à-dire que ce qu'on appelle la nation et que le Gabon, par exemple, recherche et que les Gabonais ne comprennent pas, se retrouve dans ces éléments-là. Ces éléments qui créent le cadre pacifique entre les populations gabonaises. Les populations gabonaises ne se heurtent pas nécessairement parce qu'il y a un État moderne. Non, c'est faux. Les populations gabonaises se retrouvent dans des rites initiatiques. Les populations gabonaises se trouvent dans une parenté translignagère. Ce sont ces éléments-là qui fondent ce qu'on appelle l'idée de nation. Et si on veut étudier le politique chez nous, on doit commencer à explorer ces éléments-là. Si on veut étudier les cadres démocratiques, on doit commencer à explorer ces éléments. D'accord. Madame la bienheureuse du terroir, vous êtes d'accord certainement avec ce que l'anthropologue dit? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, ce que je veux dire en langage beaucoup plus simple, hein, c'est que je vous exemple, on parle du Gabon, du Congo, à la RDC et tout. Je vous ai fait un peu comment des sociétés ont dû prendre des résolutions pour assurer la survie de leur identité. Et comment on fait les sociétés sont en majorité en fait en fait de monarchie parlementaire comme en Angleterre, parce que la vérité c'est que le terme de roi, ça nous vient surtout avec la rencontre avec le colon et autres empires, c'est ça. En réalité, oui, on peut trouver des formes de chefferie comme ça, mais ce n'est pas que c'était un roi, voilà. C'était des autorités, des chefferies de droit divin, parce que pour nous, le pouvoir, effectivement, l'Onganga rêvait de quelque chose. Voilà, on dit que on le désigne, ou bien on l'élit au milieu du collège des sages comme en RDC là, mais on le choisit par rapport à des critères bien symboliques, où on les fait tous passer par des épreuves, et le vainqueur, c'est lui qui va droit, en réalité. Donc, là, je vous parle des faits, en fait. C'est-à-dire, ça se vérifie, c'est terre à terre. Mais monsieur, posez-vous la question, pourquoi l'homme bondiste depuis longtemps, avec des chefferies, un système, en fait, de gouvernance
qui est là depuis très longtemps. Des gens comme Luongo, les Andes, et 7e siècle, 3e siècle, on va vous le dire et tout. Bon, comment se fait-il que pendant des siècles, on assiste à une Afrique des grands ensembles et dès qu'on commence à rencontrer le colon, ou du moins les Blancs, les Néerlandais, les Portugais et les autres, on a une fragmentation en fait, et là on trouve maintenant des empires qui naissent au 15e siècle, des empires qui naissent au 17e siècle, des empires qui naissent au 18e siècle, mais c'est normal. C'est-à-dire que la méthode n'a pas changé aujourd'hui. C'est pour cela que je déplore le fait que mes compatriotes aller suivre les classes plutôt que tout ce qui peut aider à faire de l'instruction populaire, l'éducation populaire. Moi, je dis qu'on est Benjamin Développement. On n'a pas le droit de se laisser distraire par n'importe quoi tant qu'on n'arrive même pas à satisfaire la pyramide de la première étagère de Maslow et tout ça. Ce n'est pas normal que l'on ne comprenne pas que les méthodes n'ont pas changé aujourd'hui. L'ennemi est bête, c'est pas moi qui le dis. Voilà, ces méthodes n'ont pas changé. La division que l'on a aujourd'hui, elle était là-bas déjà depuis. Donc, j'arrive, il faut comprendre ici. C'est-à-dire que les systèmes qui étaient bien établis depuis longtemps, une fois que l'on compte les premiers, les chefs qui étaient là, les détenteurs de l'autorité, quand il s'agit de parler à blanc, qu'est-ce qui se passe? Donc, plusieurs peuples d'Afrique centrale, la dissimulation était très importante. Le souverain allait envoyer ses serviteurs, c'est-à-dire les gens qui avaient l'autorité d'aller discuter avec les Blancs. Même les premières personnes allaient à l'école, ils ne voulaient pas que ce soit d'abord parce que le principe de président faisait que on va d'abord envoyer leurs enfants. Le problème, c'est que ceux-là qui est descendant de serviteurs, là, qui était, par exemple, le serviteur, on va dire, qui est parti, qui discute avec le blanc. Ben, demain, il renverse, en fait, l'administration lignagère qui était là depuis longtemps, le système de gouvernance qui était là, pour s'imposer, lui, et devenir, en réalité, le reflet de son infériorité face aux colons, avec qui maintenant il parle quasiment des pas légal, mais dorénavant une pièce maîtresse puisqu'il est l'intermédiaire entre le blanc et les villageois. Donc, il regarde les autres comme des joies, il supplante. On passe d'un système où il y avait le système de chef de canton ou chef de ceci, et donc, il est l'interprète, il guide du blanc, il est ceci avec la vision que nos ancêtres avaient du blanc qui avait la couleur des revenants, qui étaient des gens qui étaient dotés d'un certain pouvoir comme ils le voyaient, qui avaient des balles, des armes et tout, qui leur faisaient peur. Donc, imaginez un peu comment il voyait le blanc avant. Et voilà que celui-là, une fois qu'il va détenir le pouvoir, il ne voudra plus le lâcher. Il ne voudra plus le lâcher. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Il faut se dire, on était une Afrique de grands ensembles avant. Il y avait 5 grands ensembles dans l'Afrique. Et une rencontre le colon, maintenant une Afrique morcelée avec une supplantation ou un remplacement même des vraies familles nobles locales par les nouveaux des Blancs qui sont devenus tout simplement les nouveaux chefs. Tous ces trucs-là, vous avez des dynasties de Montayavu qui vont descendre de Yahweh et autres, comme on peut voir. Et ça, c'est des choses récentes. Le 15e, c'est tout nous. Où sont passés ces pouvoirs qui étaient là depuis le 1er siècle et même bien avant? C'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui. Et donc, je vous donne des exemples. Vous comprenez un peu? D'accord. Alors, finalement, et le prêtre dans tout ça? Quelle est la place du prêtre dans cette civilisation bantou, Madame la bienheureuse du terroir? Ben, la place du prêtre, écoutez, le prêtre a été une taupe, nous tous le savons aujourd'hui. Le prêtre a été une taupe, il a été il a été celui qui est venu, on va dire, c'est le cheval de Troie, tout simplement, de tout ce marasme que nous vivons aujourd'hui en Afrique. C'est celui qui est venu annoncer la paix, mais qui en réalité était un espion, tout simplement,
service des chefs. Il y a Meteguenan, donc il y a Meteguenan, pardon, qui a beaucoup écrit sur comment on va dire ça, sur l'histoire coloniale du Gabon, et il montre dans l'un de ses livres comment il y a un roi, un roi blanc, un prêtre qui a été intronisé à la fin du 19e siècle, dans le roi d'Nkomi. Donc, c'était un blanc au 19e siècle quand même. Pardonnez-moi de vous couper la parole. Il y avait des prêtres, par exemple, qui étaient responsables de ce qu'on appelle la fertilité de la terre dans les communautés villageoises bantoues. Vous confirmez cela? Bon, nos terres ont toujours été fertiles, surtout en parlant du bassin du Congo. Moi, je vous dis, les choses étaient fausses. Il faut comprendre que tout ça, c'était un jeu de dupes. Voilà. Parce qu'on t'apprend à... Le prêtre était intégré dans le système politique bantou. Vous confirmez cela? Mais ce n'était pas dans tous les systèmes bantou d'où? De Konja, du Cameroun, d'un village de la RD. Prenons l'espace du Gabon jusqu'en en Afrique de l'Est. Est-ce que le prêtre était intégré dans le système politique bantou? Le prêtre occidental. Est-ce que je peux intervenir? Vraiment isolé. Mais je vais laisser, oui, Hugues, tu peux y aller. Ce que je voulais savoir déjà avant d'intervenir. Pourquoi, pardonnez-moi, vous savez pourquoi je pose ces questions? Peut-être vous allez me connaître. J'ai vu par exemple qu'il y avait des prêtres qui avaient le statut de chef de village. Vous vous rendez compte? Oui, mais je pose la question. Je vais poser la question pour que ce soit clair. Pour moi, quand vous parlez de prêtre ici, vous parlez de prêtre évangélique ou prêtre intégré dans les rites africains, gabonais, par exemple. Vous parlez de quel prêtre? Le prêtre missionnaire? Là, je suis en train de parler de la religion et des croyances. Donc, vous parlez des prêtres dans le cadre, par exemple, du Bouiti ou de l'Ombwiri. C'est ce que je veux comprendre. Bien sûr. Blanc. Ah, pardon. Moi, je pensais que les prêtres blancs. Attendez, il y a le prêtre européen et il y a des croyances traditionnelles. C'est pourquoi je posais la question. En fait, par rapport à ces croyances traditionnelles que nous connaissons dans ces royaumes, il y avait le prêtre qui avait sa place dans cette civilisation bantou. C'est le sens de ma question. Bien sûr. Voilà, c'est pour cela que je voulais que... Le prêtre est à nous, pas le prêtre missionnaire. Le prêtre missionnaire, déjà au 19e siècle, il était dans les royaumes. Hein. Je sais qu'il était dans les royaumes, mais il n'était pas intégré comme, on peut le dire, comme nos prêtres. Nos prêtres, avant, on les appelait Nganga, en vérité. J'ai une question, Monsieur Mouketou, quand vous parlez de prêtres de la fertilité, vous êtes en train de parler des prêtres des croyances africaines, gabonaises, ce que je vais comprendre. Bon, voilà. Tout à fait. Donc, quand vous parlez... Pardonnez-moi, je vois ces croyances africaines. Mais moi, je me situe aussi par rapport à l'arrivée de la colonisation. Le prêtre était déjà dans ses croyances. Il semblerait que, en lisant certaines publications, il semblerait que le prêtre dans cette civilisation bantou avait une position qu'il occupait sérieusement. Exactement. Malgré malgré la présence de ses croyances traditionnelles. Il a pu quand même s'intégrer jusqu'à prendre le pouvoir à être chef, par exemple, d'avoir le statut de chef de village. Non? Oui, bon, je situe encore le propos. Là, je vais parler des prêtres dans les croyances du Gabon. Quand on parle de notion de prêtre, c'est-à-dire qu'on essaye de voir des conducteurs de rites et autres, des grades élevés. Si on parle du Bouiti ou de l'Ombwiri ou de Melan et autres, qui sont des rites du Gabon. Donc, il y avait effectivement des prêtres là-dedans. Mais quand on parle de fertilité, il faut vraiment que nous fassions attention avec les concepts qui sont des concepts importés. Parce que même quand on parle de prêtre, quand on parle de prêtre de la fertilité, tout ça, ce sont des concepts qui sont des concepts exogènes. Moi, c'était l'objet de ma thèse.
Pour les C'est-à-dire, auditeurs, oui, c'est-à-dire, j'allais expliquer, parce que moi, personnellement, j'ai fait une thèse d'anthropologie religieuse et historique. Et tout mon travail a consisté à déconstruire certains concepts que nous utilisons. Je prends par exemple le concept de génie, le concept, ça va dans le même sens que le concept de prêtre et autres. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant pour connaître ce qui se passe dans nos rites, dans nos sociétés initiatiques, d'avoir les concepts endogènes. Or, là, vous parlez par exemple du prêtre de la fertilité. Ça, c'est une conception occidentale. Est-ce que c'est vraiment un prêtre de la fertilité au sens où vous l'entendez? Je ne pense pas. Parce que je vous prends un exemple, ce que vous appelez prêtre de la fertilité, par exemple au Gabon, pour la société initiatique, l'une des sociétés initiatiques qui s'occupe de tout ce qui concerne l'environnement, donc le partage des terres, la gestion des forêts, des eaux. Chez les Mienais, c'est la société qu'on appelle l'Ombouiri, improprement désignée comme étant une société de génie de tout ce qui est écrit dans la littérature. Or, la conceptualisation endogène, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le génie ou le self hérité de la culture gréco-romaine. Ça n'a rien à voir. Et donc là, il faut partir, il faut connaître ce que le Mienais appelle Ombouiri. Pourquoi cette société initiatique existe? Quel est l'objectif poursuivi par cette société initiatique? Et là, on va mieux comprendre ce qui se passe chez nous parce que lorsqu'on parle des concepts exogènes, nous ne pouvons pas comprendre. Je reviens sur la fertilité dont vous parliez tout à l'heure. Chez les Mienais, qui ont la société initiatique qu'on appelle l'Ombouiri, l'Ombouiri, c'est une société initiatique d'intégration sociale. Elle est une société d'intégration sociale qui s'occupe particulièrement de la gestion des terres et des eaux et de l'exploitation donc de ces différents espaces. Donc, quand on parle, un occidental va dire oui, c'est le prêtre de la fertilité. Il faut comprendre du point de vue endogène qu'est-ce que c'est la fertilité. On sait par exemple que nous pratiquons une agriculture itinérante. Ça veut dire qu'on doit laisser les sols se reposer, il y a les phénomènes de jachère et autres. Et donc, dans cette société initiatique, il y avait des personnes, notamment ce qu'on appelle les grands prêtres, les grands prêtres, qui s'occupaient du partage des terres et qui mettaient en jachère certaines terres. Donc, la fertilité, en réalité, ce n'est pas tant en tant que telle la personne qui vraiment manipulait les choses pour la fertilité. Je pense qu'il y avait des savoirs endogènes, par exemple, pour garantir à ce que les sols se régénèrent et aller à exploiter d'autres terres. La même chose sur le plan, par exemple, de la forge. Chez les Mienais, ce sont les Imbouiri. Donc, il y avait des maîtres forgerons qui occupaient des espaces qui étaient dits interdits, forêts interdites. En réalité, ce sont ces personnes-là qui étaient bien identifiées dans les sociétés initiatiques et qui maîtrisaient des savoirs, par exemple autour de la forge, qui occupaient ces endroits qui étaient interdits. On disait oui, il y avait des mauvais esprits, mais en fait, sur le plan de l'imaginaire, en fait, cet imaginaire organisait la société de telle sorte que la peur du gendarme, ce qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui, en réalité, c'était ça la peur du gendarme dans ces sociétés-là. C'est pour cela qu'on doit bien comprendre ces éléments-là, parce que sinon, on les mettrait dans le vocabulaire de la sorcellerie et autres, mais en fait, qui ne nous permet pas de comprendre véritablement comment étaient organisés et quels étaient les ressorts de ces sociétés initiatiques-là. Donc, c'est ce que je voulais un peu comprendre donner comme précision lorsque vous parlez du prêtre, de la fertilité et autres. Alors, merci pour toutes ces précisions. Nous allons prendre l'avant-dernier point sur la question des sacrifices. Alors, les sacrifices. Est-ce que les sacrifices ont existé dans cette civilisation bantoue? C'est la question très simple que je voudrais vous poser. Madame, je vais répondre et puis je vais laisser la bienheureuse continuer. Je dois dire que en Afrique, comme partout ailleurs, lorsqu'on étudie les mythes fondateurs, que vous ayez le mythe fondateur du Bwiti,
ou que quasiment dans toutes les sociétés initiatiques du Gabon, il y a ce qu'on appelle les mythes fondateurs. Ces mythes fondateurs, le plus souvent, parlent du sacrifice. Et dans bien des cas, dans les sociétés gabonaises, le plus souvent, c'est le sacrifice de la femme qui a été sacrifiée. Et donc, il faut comprendre, en anthropologie, nous étudions ces choses-là, mais il faut bien comprendre vraiment ces choses. Il ne faut pas les prendre, il ne faut pas qu'on les prenne le plus souvent à la lettre, comme on le voit aujourd'hui, parce que c'est ce qui peut expliquer même les phénomènes que nous avons chez nous, les phénomènes du crime rituel. Et ces phénomènes du crime rituel qui nous sortent totalement... C'est d'abord quoi la notion de sacrifice chez le Bantou, dans la civilisation Bantou à cette époque? Je suis en train de dire, vous avez parlé du sacrifice, notamment du sacrifice humain. Il faut dire que dans les rites... Je n'ai pas parlé, je n'ai pas défini le sens du sacrifice. En fait, c'est le sens de ma question. Est-ce que vous pourriez présenter à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à l'échelle du monde la notion de sacrifice dans la civilisation bantou à cette époque? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle les sacrifices consentis aux dieux et aux ancêtres? Ah oui, oui, la notion de sacrifice est là. Bon, c'est pour ça que je parlais de mythe fondateur, le plus souvent les sociétés. Donc, en fait, la notion du sacrifice, elle est intimement... C'était quoi l'objectif plus précisément? Est-ce que c'était dans le sens de la conservation du pouvoir? Non, c'est dans le sens de l'institutionnalisation du pouvoir, pas de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire que comme ça se passe aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Le sacrifice, c'est pour ça que je voulais partir du sacrifice qui est le plus souvent qu'on appelle le sacrifice ultime, qui est le sacrifice humain. Le plus souvent, les sociétés, dans le rapport du visible et de l'invisible, le plus souvent, dans toutes les sociétés, on verra que les sociétés de Bantou sont d'abord des sociétés où la question spirituelle et initiatique est au cœur. Et quand on regarde bien le fonctionnement de ces sociétés-là, on verra que dans les mythes fondateurs, on a le plus souvent pour civiliser, pour apporter la civilisation au village, on parle du sacrifice humain qui s'est opéré. Donc, le sacrifice d'institutionnalisation. Ensuite, quand on civilise l'institution humaine, qu'est-ce qu'on fait? On a maintenant des sacrifices de substitution parce que ces gens-là ont pleinement conscience qu'il ne faut pas tuer l'être humain. Donc, sur le plan cognitif, il va se mettre en place des normes. C'est pour cela, par exemple, chez les Bantous, on va voir qu'il y a le sacrifice d'animaux qui va se substituer au sacrifice humain. Parce que quand on parle du sacrifice humain, en réalité, on est dans l'ordre du mythe. On n'est plus dans l'ordre de la société, donc de la société instituée mythiquement, mais on n'est plus dans l'ordre de la société telle que nous l'entendons aujourd'hui. C'est pour cela on va prendre, on le voit dans nos cultures, les gens, quand ils font un sacrifice, ils vont prendre un animal de substitution. Le plus souvent, la poule, c'est un animal. La poule est considérée comme animal de substitution. On va prendre d'autres, le mouton, le cabri. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que les populations ou les maîtres, qui sont les maîtres initiatiques, prennent. Pourquoi? Parce que le sacrifice humain, c'est un sacrifice humain et ultime. Il n'est pas quelque chose qui doit se répéter dans les sociétés bantoues. Contrairement à ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire aujourd'hui, par exemple, ça c'est une déviance du pouvoir. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui pensent que c'est ce que nous renvoie cette image des crimes rituels. Si je reviens sur l'exemple du Gabon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ceux qui prélèvent ces organes-là, ils les prélèvent. Pourquoi? Parce que c'est source du pouvoir et que le pouvoir, ils le détiennent par ça. Mais en réalité, c'est le pouvoir. Pour le détenir, on n'a pas besoin de sacrifier des êtres humains. Ça, c'est leur conception dans le sens de la conservation du pouvoir. Il n'y a pas seulement des sacrifices humains. Vous avez par exemple des sacrifices des bêtes, l'exploitation des intelligences. On parle même de la sexualité.
etc., etc. Alors, moi, je voudrais, hein, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, puisque nous recevons, je reçois plusieurs messages sur ma plateforme privée. Alors, avez-vous vraiment de façon précise une idée de l'état de sacrifice destiné aux promotions ascensionnelles, considérant l'état, comment dirais-je, l'état de croissance infinie, voire de leur institutionnalisation généralisée, monsieur l'anthropologue? Monsieur Jean-Aimé Mouketou, moi je suis surpris de cette conception qu'on a au Bantou. Je vous ai dit tout à l'heure, au début Mais de notre attendez, émission, attendez, non, je vais répondre, je vais répondre, non, je non, vais répondre. excusez-moi, ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, et c'est les questions que je reçois, c'est que vous nous présentez une analyse anthropologique sous forme de mythe. Vous voyez, Ah non, donc non, c'est non, pas non, une non, réalité. non, non, non. Les sacrifices existent dans le monde bantou en ce moment. Alors, Oui, mais moi, ce je sont des voudrais en déviances. fait, C'est tout simplement des déviances de société. Ce sont des déviances de la même manière qu'on a on a des crimes en France, ce sont des déviances. On a des sociétés qui sont où la déviance existe. Il faut le considérer ainsi. C'est pas parce que les gens le font que ceci représente l'essence culturelle d'une société. Et revenons sur la question que vous nous posez. Vous savez, en Afrique, j'ai étudié l'exemple de ce qu'on appelle les Nganga. Beaucoup de gens auraient dans leur conception l'idée que pour devenir Nganga, on fait des sacrifices. Mais je vais vous dire comment ça se passe. J'ai étudié les parcours d'un Nganga. Comment un individu fait pour devenir Nganga au Gabon? Il est à la recherche de l'information. Donc, il va apprendre. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices que les gens font. Exactement comme quand nous allons à l'école. Celui qui va jusqu'en thèse de doctorat, il a un approfondissement de connaissances que n'a pas celui qui s'arrête en première année ou en terminale. Donc, les Nganga sont à la recherche, ils sont à l'affût de l'information. Je l'ai étudié en suivant les parcours initiatiques, par exemple, des prêtres de l'Ombwiri, des Fang, de l'estuaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'initier au Bouti, ils vont prendre les connaissances chez les Togo du Sud, ils vont dans les Lombos, chez les Mienais, les Nkomi, qui sont dans le Goué maritime, ils vont dans le Mbouiri, dans l'estuaire, ils vont dans le Mélane. C'est cette accumulation de connaissances qui fondent des prêtres. Ce n'est pas les sacrifices qu'ils font qui fondent des prêtres. Donc, c'est ce qui est fondamental. Voilà. Donc, la notion de sacrifice, c'est sur le plan... il faut d'abord dire que le sacrifice, quand on le fait, il a une dimension cognitive. Il a une dimension symbolique et cognitive. C'est-à-dire que le sacrifice, sur le plan psychologique même seulement, parce que moi j'ai étudié cette question-là, parce qu'on va nous dire que oui, il y a des esprits et tout, mais c'est comme quand quelqu'un s'initie à l'iboga, et les gens qui font l'iboga le savent bien, ils savent de quoi je parle. Quand on dit par exemple que quelqu'un est délivré, mais en réalité, ce n'est pas des esprits qui le délivrent. Il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est une cure psychanalytique, mais les bouddhistes conduisent leur cure psychanalytique avec les méthodes qui sont les leurs. Ce n'est pas en tant que tel un esprit qui viendrait d'ailleurs, qui va libérer, mais on utilise tout ce langage-là. Pourquoi? Parce que ce langage participe à la cure thérapeutique. C'est ça la vérité. Mais comme ces choses ne sont pas suffisamment documentées, on pense toujours qu'il y a un esprit nécessairement qui fait ceci ou qui fait cela. D'accord. Bien. Merci, Monsieur Hugues Awane. Hein. Nous recevons plusieurs réactions de nos auditeurs hein, à l'échelle du monde, des réactions qui sont très, très partagées hein, par rapport à vos propos. Alors, Madame la bienheureuse du terroir, sur cette problématique des sacrifices, vous voulez ajouter quelque chose ou bien je vais enchaîner avec les deux dernières questions avant votre mot de fin? Oui, c'est bon. Donc, ce que je peux dire, c'est que en matière de sacrifice, oui, ils existaient déjà, ils existent depuis longtemps. D'aussi loin que j'ai trouvé des
des livres qui parlent des banques, de l'addition, des modes de gouvernance, des sacrifices existent. Seulement, il ne faut pas oublier que beaucoup de clans se sont séparés, n'étaient pas d'accord avec ces déviances-là, des gens de sacrifice. Tant que l'on sacrifiait des animaux, on sacrifiait des poules, des cabris, chèvres, des moutons, ça passait. Mais les clans se disloquaient même lorsque on soupçonnait en fait que ben, dans notre famille, bon, les gens tombent malades bizarrement, et au cours d'un rituel, la tête au coq. Et puis le coq va tomber, par exemple, chez un tel. On dit, ah, mon malheur vient de chez toi et tout. Nous, on quitte le village, on va ailleurs. Les sacrifices étaient vraiment, comme on va dire, c'était le sacrifice vraiment ultime. Alors, je veux vous donner un exemple parce que j'aime parler avec des patients, comme ça, ceux qui m'écoutent peuvent aussi aller vérifier. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces empires ou royaumes, puisqu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit parler si on veut bien comprendre de quoi l'on parle, de quoi il s'agit, ou lorsqu'il y a un problème, on va dire par exemple de sécheresse, à mort au village, ou une épidémie ou quelque chose et tout, ou un volcan comme sur du côté du Rwenzori là et tout, jusqu'en Tanzanie là-bas et tout, la chaîne qui est là. Lorsqu'il y avait des problèmes comme ça, ou du côté du Cameroun avec leur volcan, lui, il est très dangereux parce que il émet surtout un gaz. Le matin, vous vous réveillez, ben, tout le village est mort. Et les gens rentraient de la plantation du campement, trouvaient seulement des macabées. Bon, ça avait une certaine interprétation. Alors, pour chasser la mort du village, la sécheresse, un fait vraiment qui était mauvais, le roi, c'est-à-dire, donc, par exemple, c'est le roi lui-même qui était le premier à être sacrifié. C'est-à-dire que on prend le sacrifice humain d'un côté, c'est-à-dire c'est le sacrifice comme cette fatalité-là. D'accord? Les sacrifices, il y en a eu comme le sacrifice ultime. Ça, c'est les exemples que j'ai lus. Le roi lui-même le faisait. Et parce que je travaillais sur la corrélation entre nous et les Mayas, que l'on dit qu'ils sont partis effectivement de l'Afrique de l'Ouest pour aller conquérir, bref, l'Amérique centrale et du Sud. Donc, c'est ça qui est fort. Parce que de l'autre côté aussi, les rois se sacrifient comme ça là pour apaiser les dieux, pour emmener lui, par exemple, sur ce village. Donc, ces sacrifices allaient exister. Ensuite, j'ai eu la chance, je veux dire, de passer une bonne partie de mon enfance au Bénin, que terre de Bantou aussi. Là, je me souviens de choses. Il y avait un fétiche là-bas, que je ne vais pas citer encore une fois. C'est un fétiche effectivement du pouvoir. C'est un fétiche qui permet au roi, parce que c'est la sagesse qui le veut. Déjà, nous-mêmes, quand on a la sagesse du Bénin et tout, voilà, je respecte ces choses-là. Même si je ne veux pas tenter, comme on dit, je prends la connaissance, je ne veux pas tenter. On m'apprend, on me dit, ne dis pas, donc j'accepte de dire. Alors, il s'avère qu'il y avait des entités. Hein, regardez dans le mythe fondateur de certains peuples, on va vous dire au Bénin, le grand peuple, c'est ils descendent d'une princesse qui alla à la rivière et qui a séduit en fait une panthère. Quand on dit panthère, là, c'est un guépard en fait. Donc, de leur union, la descendance, voilà, ils ont une descendance et tout ça, voilà, qui aurait peuplé tout le Bénin et tout. Bon. Pour aller dans les buts du roi, on lui donne des clés. On lui dit quand le village est attaqué, voici ce qu'il faut. Voici dans les rivalités qu'il faut. Et donc, à un roi, il y avait un certain qu'on lui a donné. Ce qui veut dire que lorsque les colons arrivent,
réussi à faire en sorte que son village soit invisible aux yeux des colons. Voilà. Ou simplement, est-ce que vous m'entendez encore? Vous m'entendez là? On vous entend Ok, parfaitement. merci. Donc, ce fétiche a fait en sorte, c'est un fétiche de protection. Et chaque année, il faut faire des professions, des professions. Donc, il fallait tuer des cochons. C'était des cochons. Et chaque année, le faire. Partout. Si vous emmeniez, si vous vouliez avoir quelque chose rapidement, l'entité vous dit, vous demandait, si tu mets le sang du cochon, en 25 ans, tu vas avoir ce que tu veux. Si tu m'emmènes le sang du mouton, tu vas, par exemple, 10 ans, tu vas l'avoir. Si tu m'emmènes le sang humain, ben, en quelques mois, en 3 mois, tu vas l'avoir. Dans cette échelle-là, donc, pour eux, le sang humain, c'était le plus cher parce que c'est aussi qui est rare, en fait. C'est rare, c'était quelque chose qui est précieux et qui était vu comme ça. Et quand ce roi-là, bon, nous, on nous a fait visiter ça enfant en primaire, on nous a montré le roi qui, quand les colons arrivent, il se transforme en un arbre. Si vous allez à la forêt du secret du bois, vous allez encore voir ça. Donc, on vous enseigne que, malheureusement, les gens qui ont volé ce fétiche-là l'ont galvaudé. Et c'est comme ça qu'ils ont mené même on va dire, la mort au village parce que le roi était par une vie, en fait, de rites qui font en sorte qu'il est suffisamment fort pour maîtriser ce fétiche-là. Et puis, les autres sont arrivés, ils ont voulu obtenir très vite ce qu'il fallait. Ils n'avaient pas des attributs de la chefferie. Et c'est là que nous, quand on était là-bas, les crimes rituels dont on parle au Gabon, c'est vrai, qui ont été exponentiellement accrus à partir de 9, ben, sincèrement, là-bas, enfant, on en entendait déjà sérieusement parler, en fait. Donc, je peux dire, en tout cas, comme témoignage. D'accord. Bien. Merci, Madame la Bienheureuse du Terroir. Alors, je vais vous poser l'avant-dernière question, mais j'aimerais, s'il vous plaît, avoir, vraiment, je suis désolé, des réponses rapides en 30, 45 secondes. Alors, j'ai vu quelque part, vous dites que, je cite, hein, le Gabonais est instruit, mais vous trouvez qu'il est mal instruit. Fin de citation. Il est mal instruit. Vous parlez en d'autres termes de bourrage de crâne. Vous voyez? Alors, pourquoi on apprend? Alors, je trouve que le Gabon, il est mal instruit parce que notre éducation nationale n'est pas adaptée à nos besoins. Comme encore, je le dis, on savait à un moment d'adapter en réalité leur système à leurs besoins du moment pour assurer leur pérennité et assurer de leur identité qu'ils sont. Donc, le système national au Gabon, pour moi, ça fait de nous encore aujourd'hui, au XXIe siècle, de bons administrateurs coloniaux ou coloniaux au service de la métropole et pas seulement au service de nous-mêmes, de notre identité, au service de la réappropriation, parce qu'il y a des gestes, en fait, qui se dégagent de l'instruction de nous-mêmes. Je pense que la première instruction serait de bien se mettre soi-même déjà, afin de positionner de façon efficace, en fait, et efficiente dans le monde actuel et ces défis en pose à nous. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de l'instruction, est-ce que l'enseignement moral et civique existe dans le milieu bantou en ce moment? Je pense que ça existe encore en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé mon enfance. L'instruction civique est enseignée, la morale aussi. Et même enfant, je pense au Gabon aussi, j'ai vu mes neveux, il y a plus de 20 ans, ils faisaient ça encore. Mais vous voyez déjà, entre un système béninois, système d'instruction et système d'instruction au Gabon, c'est pas pareil. Le système béninois, il est béninois. On apprend l'histoire à l'école et au primaire, vous apprenez avec Finagnon
jusqu'à 5, 6 et tout ça là. Donc, vous avez vraiment une éducation qui est là pour vous et pour fortifier votre identité et même mettre un lien de corrélation entre le niveau moyen du QI d'un Béninois et le niveau moyen du QI d'un Gabonais. Il faut aller vérifier les Béninois un QI moyen supérieur à celui des Gabonais. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose sur la question que Jean-Aimé pose en ce qui concerne l'éthique et la morale enseignée dans le monde bantou. C'est vraiment une grande question. Mais si on revient dans un pays comme le Gabon, d'abord, il faut comprendre que comment est-ce qu'on peut continuer à pérenniser le système moral et éthique bantou dès lors que les institutions qui garantissent aujourd'hui l'éducation n'ont rien à voir avec le monde bantou. Le monde bantou n'a pour seul cadre d'intégration que ces sociétés initiatiques, peut-être aussi qui souffrent du retard des pratiquants de ces sociétés initiatiques, ou le plus souvent ayant détourné ces sociétés initiatiques des buts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus, c'est aussi lié aux aspects financiers. Normalement, là où on avait des sociétés d'intégration comme le Ndjembe pour instruire les femmes, le Bouiti et autres, ce sont des sociétés, normalement, il y a une certaine éthique, mais est-ce qu'on insiste aujourd'hui sur les voies éthiques et moraux? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le côté éthique et moral soit celui qui soit mis en exergue, parce que on peut avoir, en même temps, admettre, comme on le voit aujourd'hui dans les églises, stardifier quelqu'un qui peut être peut-être un détourneur de sous, de deniers publics, et parce qu'il a de l'argent, il va prendre, parce qu'il faut comprendre le système aussi d'émergence des nouvelles figures de la réussite chez nous. Est-ce qu'elles sont fondées sur les valeurs éthiques ou plus sur l'accumulation? Donc, ce sont tous ces aspects aussi qu'il faut voir par rapport à notre éthique, donc dans nos rites initiatiques. Bien, merci Monsieur Hugues Awane. Je voulais signaler que vous êtes anthropologue. Alors, Madame la Bienheureuse du Terroir, merci d'avoir honoré notre invitation. Mais avant de vous libérer, est-ce que vous avez un message à adresser à vos compatriotes, pourquoi pas à tous les Africains qui vous écoutent à l'échelle du monde? Oui, alors je vais vraiment faire un court résumé. Nos sociétés, nous avons vraiment besoin, en fait, de repartir dans l'essence de qui nous sommes, étudier tous les aspects de nos sociétés pour savoir comment nous étions avant la rencontre avec le colon, avec les esclavagistes, d'accord? Parce que il y a des sagesses millénaires qui s'en découlent, qui peuvent nous aider aujourd'hui. Sincèrement, nous sommes aujourd'hui comme des bipolaires, des schizophrènes, parce qu'on est très métissés culturellement et même acculturellement, en fait. Donc, on a vraiment besoin de comprendre que la structure collégiale qui administrait nos villages, nos chefferies, est un système qui était beaucoup plus adapté au Bantou, dans notre essence, que le système que l'on peut voir aujourd'hui qui nous est imposé par par le colon, tout simplement, et les indépendances factices qu'on nous a données. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mais je voudrais aussi donner la parole à Monsieur Hugues Awane. Rapidement, votre mot de la fin. Je dirais que nous sommes des sociétés translignagères, et alors que nous sommes à l'ère des réseaux, et ces sociétés peuvent être pour nous aujourd'hui des sociétés avec une forte valeur ajoutée, à condition que nous puissions exhumer, nous puissions les explorer pour pouvoir même tracer des sillons en ce qui concerne nos démocraties en Afrique, notamment au Gabon. Donc, je crois que ce qu'elle venait de dire la Bienheureuse est vraiment de l'heure. Nous devons peut-être essayer d'investiguer davantage nos systèmes qui sont dits traditionnels, mais qui en réalité ont l'essence de nos sociétés. Si nous voulons véritablement nous comprendre, il est quand même ahurissant qu'aujourd'hui,
nous puissions voir ces choses comme des choses dépassées, alors que nous sommes des États totalement extravertis et donc en perte d'identité. Bien. Merci, Madame la Bienheureuse du Terroir et Monsieur Hugues Awané d'avoir honoré notre invitation et à très bientôt sur Radio et Télévision d'Enigma et Afrique 2050, émettant depuis les États-Unis. C'était l'émission Heure de vérité du docteur Jean-Aimé Mouquet.